Et comme chaque lundi désormais, notre invité vient nous aider à décrypter la séquence politique du week-end avant le premier tour de l'élection présidentielle française, le 10 avril. Bonjour Pascal Perrineau. Bonjour. Vous êtes politologue, prof à Sciences Po Paris. On va donc revenir sur bien notamment cette abstention qui menace le scrutin, sur cette règle de transparence pour les parrainages, ces 500 signatures qui font débat avec non pas certains candidats dits favoris, de cette déclaration de candidature d'Emmanuel Macron qui se fait attendre. On a eu quelques infos, quelques indiscrétions ces derniers jours. Mais d'abord un mot du grand meeting qui s'est déroulé ce week-end, celui d'Éric Zemmour au Mont-Saint-Michel, meeting très mis en scène, savamment orchestré devant le Mont-Saint-Michel, qu'il a appelé le rocher le plus célèbre de France au lieu de notre mémoire nationale. Et d'abord d'un Nicolas Bay, exhibé comme un trophée. C'est lui qui a ouvert ce meeting, Nicolas Bay, exhibé donc après avoir été banni du Rassemblement national et récupéré donc chez Éric Zemmour. Et cette question, est-ce qu'il y a une différence d'électorat entre l'électorat d'Éric Zemmour et celui de Marine Le Pen aujourd'hui? Oui, il y a une différence qui est surtout une différence sociologique. La dynamique d'Éric Zemmour est une dynamique qui s'est nourrie avant tout de couches moyennes, de petites et moyennes bourgeoisies. Et quand vous regardez le profil d'Éric Zemmour, il a à peu près implanté de manière égale, avec une légère surreprésentation chez les professions indépendantes, il est à peu près implanté de manière égale dans toutes les couches sociales. En revanche, Marine Le Pen, elle, c'est tout à fait autre chose. C'est une protestation sociale qui cherche un exutoire politique. C'est autre chose qu'Éric Zemmour. Éric Zemmour est plus sur le terrain politique stricto sensu ou sur la nostalgie d'une certaine France éternelle, puissante, etc. Il a joué beaucoup sur ce terrain dans son discours devant le Mont Saint-Michel. En revanche, les scores, pour l'instant, les intentions de vote déclarées des ouvriers, des employés, des zones de la France en difficulté pour Marine Le Pen sont tout à fait impressionnants. C'est-à-dire qu'il y a une protestation essentiellement de couches sociales en difficulté derrière Marine Le Pen. C'est une France populaire, la France de Marine Le Pen. La France d'Éric Zemmour, c'est une France qui est plus une France de la protestation politique, culturelle, de gens qui considèrent que la France, ça n'est plus ce que c'était, la France n'est plus comme avant. C'était vraiment ça, ce meeting. Il a parlé de la puissance de la France, il l'a répété, je crois, une bonne dizaine de fois, notamment de puissance militaire d'ailleurs. On avait du mal à comprendre dans quelle direction il allait, disant qu'il ne voulait pas d'une France vassale, ni des États-Unis, ni de l'Union européenne, d'une France qui n'aurait plus de munitions au bout de 3 jours en cas de conflit. Voilà. Il cherche à ressusciter, si vous voulez, un créneau qui a toujours été populaire en France depuis la fondation de la Ve République, qui est, si vous voulez, le souvenir du général de Gaulle. Mais enfin, c'est pas... Il se revendique comme gaulliste, voilà, d'ailleurs. Bien sûr, mais tout le monde se revendique comme gaulliste aujourd'hui, ce qui pose un léger problème et ce qui doit perturber le général de Gaulle s'il peut encore percevoir ce qui se passe sur la scène politique française. Parce que tout le monde aujourd'hui dit qu'il a une fibre gaulliste tout à fait impressionnante et ça fait partie, si vous voulez, de toutes ces postures que beaucoup de candidats prennent aujourd'hui. Il reste à savoir si dans les semaines qui viennent, les Français ne vont pas se poser la question, très bien, vous affirmez tous ces principes, mais quels sont les moyens que vous dégagez pour être à la hauteur de ses ambitions. Et en particulier, puisque Éric Zemmour a beaucoup parlé des moyens militaires, il faut savoir que le retour d'une politique de grande puissance, allons-y, de grande puissance pour la France sur le terrain militaire, ça coûterait extrêmement cher. Et que pour l'instant, l'armée française, après une période qui a été la période de l'intervention au Mali, est en train de se retirer de la zone malienne. Et on voit bien les difficultés, non seulement politiques, géostratégiques, mais aussi matérielles que l'armée française peut rencontrer lorsqu'elle se projette comme ça sur des théâtres extérieurs. Éric Zemmour, il fait partie de ces candidats inquiets de ne pas obtenir leurs 500 signatures. Oui. Ça approche ces élus pour pouvoir se présenter, tout comme Marine Le Pen, Christiane Taubira. La date limite pour le Conseil constitutionnel, c'est le 4 mars. Il reste une dizaine de jours maintenant. Est-ce qu'il est possible que des candidats dits majeurs dans les sondages n'obtiennent pas leur signature à l'image d'Éric Zemmour? Dans le passé, ça n'est jamais vraiment arrivé. Mais dans le passé, il n'y avait pas la transparence du vote des élus. Pardon. Mais la dernière fois, il y avait déjà la transparence. Mais là, si vous voulez,
n'importe qui ne peut pas se présenter. C'est pour ça qu'on a inventé ces signatures d'élus locaux. Alors, tant que ces signatures étaient des signatures anonymes, c'était relativement facile. Aujourd'hui, les maires, puisqu'il s'agit essentiellement des maires, se disent « Ah ben voilà, si je me prononce en faveur d'Éric Zemmour, peut-être que d'autres dans ma communauté de communes ne vont pas apprécier. » Donc ils peuvent être, oui, soumis à des pressions. Vous avez vu d'ailleurs que symboliquement, c'est très important, le président de l'Association des maires de France, qui est un républicain, David Lisnard, a apporté sa signature à Jean-Luc Mélenchon, qui n'est vraiment pas de sa famille politique, en donnant un exemple pour les maires, en disant, écoutez, vous n'avez pas besoin d'être en phase idéologiquement, politiquement avec les maires, mais aidez avec les candidats, pardon, mais aidez les candidats qui pèsent un certain poids, Éric Zemmour pèse un certain poids, ou Christiane Taubira, aidez-les à avoir leur signature. Je crois que c'est un très bon réflexe, c'est un bon exemple, mais ça serait en effet, ça poserait un problème démocratique si un candidat comme Éric Zemmour ou une candidate comme Marine Le Pen ou Christiane Taubira ne pouvait pas se présenter. Simplement, on ne peut pas laisser n'importe qui non plus se présenter. Hein. Et le paradoxe, c'est que des candidats qui pèsent très peu aujourd'hui ont presque leurs 500 signatures, hein, parmi les deux candidats trotskistes qui ne pèsent pas grand-chose. Hein, on dit que Mme Nathalie Arthaud est toute proche d'avoir... Anne Hidalgo les a eu très très vite. Anne Hidalgo les a eu très vite parce qu'elle a le réseau des élus socialistes derrière. Et qu'en revanche, des candidats nouveaux, par exemple comme Éric Zemmour, qui pèse aux alentours de 14-15% des intentions de vote, ont du mal. Ils ont du mal, mais il y a aussi une dramatisation à chaque fois. Je ne les ai pas, je ne les ai pas. Voilà, on crée l'événement. C'est pas une illustration que ce système est un peu archaïque et qu'il faudrait le il faut le faire évoluer. Alors on pourrait imaginer un mélange de soutien des élus et de soutien des électeurs, hein, des signatures des électeurs. Et je crois qu'après cette séquence de l'élection de 2022, il serait raisonnable de faire évoluer le système de parrainage sans le supprimer. Emmanuel Macron, lui, il a ses 500 signatures. Officiellement, il n'est toujours pas candidat. C'est un peu un secret de polichinelle. On a appris en tout cas ce week-end de certains conseillers que l'annonce aurait pu intervenir à la fin de cette semaine, à l'occasion du Salon de l'Agriculture samedi. Mais non, finalement, la crise ukrainienne rebat les cartes. On est suspendu à ce qui se joue là-bas, disent certains proches du chef de l'État. Est-ce que c'est vraiment une surprise ? Non, il n'y aura pas de surprise. On sait qu'il est candidat. Oui. Mais il y a là aussi un peu de dramatisation. Alors, c'est vrai que le président français est président de l'Union européenne et qu'il veut se donner encore un peu de marge, certainement, pour son action. C'est vrai que quand vous êtes candidat, voilà, vous perdez un peu de votre statut symbolique de chef de l'État. Deuxièmement, je crois que le candidat Macron se dit « j'ai intérêt à rentrer le plus tard possible ». Parce qu'une fois que je vais être objectivement candidat, les coups vont commencer à pleuvoir. Et c'est normal. Monsieur Macron deviendra l'homme du passé. On va revenir sur son mandat de 5 ans. Et vous savez, comme on disait jadis, l'homme du passé peut être un homme du passif. Comment est-ce que vous analysez le refus d'Emmanuel Macron de débattre avant le premier tour? C'est encore un symptôme d'une démocratie malade? Et c'est une démocratie bancale, cette affaire. Parce qu'il est candidat. Hein, il sera un citoyen candidat. C'était Valéry Giscard d'Estaing qui disait ça en 80-81. Il disait « Je ne suis pas président candidat. À partir du moment où je suis candidat, je suis un citoyen, comme les autres, qui est candidat. » Et on ne peut pas réclamer un régime d'exception qui consiste à dire eh « Moi, je laisse les autres débattre, mais moi, je joue tellement dans une cour différente que je ne débattrai pas. » Je crois d'ailleurs que cette attitude, c'est les prolonger jusqu'au bout, suscitera une incompréhension de la part des électeurs. Les Français, vous savez, ils ont la tripe égalitaire. Ils ont la tripe égalitaire pour les candidats aussi. Ça peut être vu comme du mépris. Bien sûr, ça peut être vu comme du mépris. Or, le président Macron, si vous voulez, qui a par exemple une très bonne image sur sa capacité à représenter la France à l'étranger, a un problème d'image, c'est la proximité avec les gens, avec les citoyens. Et là, il renforcerait ce qui est considéré comme un de ses défauts majeurs. Et puis, il y a aussi un problème en ce moment, au-delà des sondages, c'est l'indécision des Français. Il y a aujourd'hui beaucoup d'indécis. Est-ce que ça veut dire encore quelque chose, les sondages, aujourd'hui, quand on compte la marge d'erreur et cette indécision qui est Non, les énorme. sondages donnent l'idée d'un rapport de force, mais les sondages, comme on le dit à juste titre, c'est une photographie à l'instant T. L'élection, elle se tient en T+1, T+2 ou T+3, et ça évoluera, parce que, comme vous le dites, les électeurs sont volatiles. En revanche, quand vous comparez cette 11e élection aux 10 élections précédentes sous la Ve République, il y a une caractéristique. Les Français n'ont pas encore la tête à l'élection.
Pourquoi? Parce que c'est une élection sous pandémie encore. Les gens s'occupent avant tout de cette histoire de la Covid, de la santé des leurs, de leur propre santé, et ils ne sont pas encore véritablement entrés en campagne présidentielle. Et d'autre part, les Français, comme beaucoup de citoyens dans les pays aujourd'hui, européens et ailleurs, se méfient de la politique. Il y a une crise de la représentation politique qui est majeure. Et cette méfiance, elle peut avoir deux exutoires, ou bien le vote pour des partis protestataires, de gauche comme de droite, la France insoumise, le Rassemblement national, ou bien l'abstention. C'est-à-dire on se retire du jeu et on regarde de plus en plus la politique comme un spectacle. Oui, et cette abstention, elle pourrait bien être forte. Est-ce que ce n'est pas aussi un problème du côté des partis dits traditionnels? Une gauche qui est complètement perdue et une droite qui a du mal à trouver son chemin, perdu entre les extrêmes. Bien sûr, les partis sont en crise, et en crise majeure. Ils ne représentent plus grand-chose. Ce ne sont plus que des machines à sélectionner les candidats. On l'a vu avec LR pour les primaires, même si elles se sont très bien passées, et on l'a vu avec le Parti socialiste et la candidature Hidalgo. Et ils n'embrayent plus sur la réalité, ces partis. Donc de plus en plus, cela offre un débouché à des candidats apparemment venu de nulle part, comme Éric Zemmour, qui est un peu un objet politique non identifié, oui. Mais comme l'était en 2017 Emmanuel Macron. C'est-à-dire ce ne sont plus des professionnels de la politique issus d'appareils partisans qui sont projetés au premier plan. C'est des gens qui ont accumulé un capital de popularité ailleurs. Symptôme de notre époque. Bien sûr, la société française devient de plus en plus au plan politique une société du spectacle. Merci beaucoup. Merci Pascal Perrineau de nous avoir éclairé sur ces questions alors que cette élection approche à grands pas. Prochain rendez-vous donc